Notre invité du jour, Julien Martilly, économiste en chef de Coface. Bonjour. Bonjour. Alors on parle avec vous ce matin de défaillance d'entreprise avec un net recul des faillites en France d'après un rapport de Coface. Est-ce que vous pouvez nous citer les chiffres clés de ce rapport? Oui, mais c'est tout simplement le fruit de l'embellie économique que l'on connaît et que l'on observe depuis maintenant de nombreux mois en France. On le sait, la croissance repart, les créations d'emplois aussi, et donc mécaniquement ça se matérialise par de moindres défaillances d'entreprise. Donc d'après les derniers chiffres qu'on a relevés donc à fin janvier 2018, on est sur un rythme de baisse d'environ 8% sur un an, donc ce qui confirme les bons chiffres qu'on avait eu déjà en 2017. Et certains secteurs sont plus concernés que d'autres? Alors la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est quand même une baisse qui est assez généralisée, et ça c'est nouveau. On peut quand même faire ressortir certains secteurs d'activité. Bon, le premier qui sort du lot, c'est bien sûr la construction, puisque à lui seul, il contribue à hauteur de la moitié de l'ensemble des défaillances d'entreprises en France. Donc c'est pas nouveau, les entreprises du secteur de la construction sont toujours surreprésentées dans les défaillances d'entreprises. Un bon an, mal an, c'est un petit tiers des défaillances d'entreprises, mais là on a vraiment l'impression, ce qui confirme aussi les chiffres macroéconomiques, que l'embellie vient en partie de la construction. Ensuite, je vous le disais, c'est une embellie qui est assez généralisée, donc quasiment tous les secteurs d'activité sont en baisse. C'est le cas également par exemple pour des secteurs comme l'automobile ou d'autres. S'il y avait un petit bémol à retenir, peut-être pour un secteur important, ce serait l'agroalimentaire, avec une très faible baisse et des variations de défaillance erratiques par filière, donc ce qui montre bien que le secteur continue de souffrir un peu de la faiblesse des prix des matières premières agricoles. Et au niveau de la taille des entreprises concernées, on est plutôt sur des petites, sur des moyennes ou carrément sur des grandes entreprises? Donc avec nos données, en fait, on peut calculer exactement la taille moyenne d'une entreprise défaillante, et celle-ci a tendance à baisser. Donc ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de grandes entreprises qui font défaillance. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là aussi, c'est vraiment une tendance qui est généralisée, ce qui n'est pas surprenant en période d'embellie. Finalement, les grandes en profitent un peu plus, d'autant plus que finalement le commerce mondial est pas mal reparti, on le sait, de l'année dernière, et donc les grandes entreprises qui ont plus tendance à exporter en profitent davantage que les petites. Mais encore une fois, même les petites entreprises voient leur défaillance baisser. Et au niveau géographique en France, par région, j'imagine que l'Île-de-France est... Alors en nombre, l'Île-de-France est toujours surreprésentée forcément, étant donné son poids économique. Le fait est que les défaillances se sont mises à baisser beaucoup plus tardivement en Île-de-France que dans d'autres régions. C'est plus le cas maintenant, où là aussi la baisse est clairement enclenchée, parce que les entreprises du secteur de la construction sont un peu surreprésentées en Île-de-France. Ce qui avait pénalisé la région aussi, c'était sans doute les effets des attentats, malheureusement, sur les entreprises liées au tourisme. La montée du e-commerce et de secteurs comme les nouveaux modes d'hôtellerie ont pénalisé le secteur aussi en Île-de-France, mais là maintenant la baisse est enclenchée. Donc baisse dans toutes les régions, avec un petit bémol dans le sud-est de la France où ça baisse un peu moins qu'ailleurs. Et cette amélioration est notable aussi dans les autres pays de la zone euro, je pense à... Oui, on a été surpris par la vigueur de cette baisse des défaillances d'entreprises l'année dernière un peu partout dans le monde, en particulier dans les grands pays de la zone euro. Ceci dit, un point quand même à surveiller, il est que certes le taux de défaillance baisse un peu partout, c'est-à-dire qu'on va rapporter le nombre de défaillances au nombre d'entreprises totales, mais quand on inclut par-dessus ces défaillances finalement toutes les entreprises qui restent en difficulté, c'est-à-dire qui sont toujours en vie, mais qui sont peu rentables et très endettées, sous perfusion, parce que notamment grâce aux politiques monétaires ultra-expansionnistes, on reste quand même sur des niveaux de taux d'entreprises en difficulté qui restent élevés. Donc c'est quand même le point à surveiller. Certes, moins de défaillances, mais toujours quand même un stock d'entreprises en difficulté qui reste important, parce que beaucoup d'entre elles ont été maintenues en vie par des financements externes plutôt favorables ces dernières années. Donc la question c'est est-ce que ça va le rester dans un contexte où les taux ont tendance à augmenter. Dire, et du coup, quelles sont vos prévisions là, pour 2018? Alors pour 2018, nous on anticipe toujours une baisse des défaillances d'entreprises de l'ordre de 3,5%, mais donc c'est une baisse qui est quand même moindre que
que ce qu'on avait l'habitude de voir l'année dernière, parce qu'on sent quand même que le mouvement a tendance à s'essouffler, c'est-à-dire qu'on a presque retrouvé le niveau de défaillance d'avant-crise. Donc tout ça plaide pour on va dire une modération du rythme de baisse des défaillances, et on le voit d'ailleurs sur des indicateurs tels que la construction qui montre un certain essoufflement, et la note de prévision de l'INSEE parue il y a 2 jours le confirme aussi. Alors on va maintenant changer de thème et aborder un sujet brûlant d'actualité qui est la guerre commerciale, qui était au centre des débats du G20, qui sera aussi abordé lors du sommet des dirigeants de l'Union européenne aujourd'hui et demain à Bruxelles. Quelle est votre analyse? On a vu que le président de la Fed hier, Jérôme Powell, a alerté lui aussi sur le risque qu'une guerre commerciale pour la croissance économique mondiale. Quel est votre sentiment? Alors c'est un peu une des nouveautés en ce début d'année 2018, parce que l'année dernière tout le monde essayait de traquer en quelque sorte les premières actions de l'administration américaine en matière de protectionnisme. Oui. Il n'y avait pas eu grand chose, on pouvait même dire que l'administration américaine et Donald Trump aboyaient mais ne mordaient pas en matière de voilà, exactement, en matière de protectionnisme, et finalement là c'est vrai que ça se matérialise en ce début d'année avec les premières mesures notamment significatives concernant l'acier et l'aluminium. Donc la question, c'est qu'à ce stade, c'est vrai que ça n'aura pas d'impact macroéconomique significatif si on s'en tient à ce qui a été décidé, notamment parce que les principaux fournisseurs d'acier et d'aluminium des États-Unis ont été exemptés, donc le Canada et le Mexique. Et puis pour les autres, par exemple, si vous regardez le Brésil, alors certes, le Brésil exporte beaucoup d'acier fini vers les États-Unis, mais pour le produire, importe du charbon des États-Unis. Donc il est probable qu'il y ait des négociations avec l'administration américaine dans les semaines à venir pour un peu pour atténuer ces effets. Et vis-à-vis de l'Europe, il y a aussi un léger recul. Peut-être un léger recul. J'ai entendu. Peut-être un léger recul, oui, tout à fait. Finalement, on allait discuter, il me semble que le ton est plutôt à l'apaisement. Le ton est peut-être plutôt à l'apaisement, à la négociation, et c'était peut-être d'ailleurs, il faut le reconnaître, une des volontés premières de Donald Trump. Oui. C'est-à-dire que quand il menace l'Union européenne de droits de douane de 25% sur le secteur automobile, il n'a pas forcément tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un producteur américain qui veut exporter ses automobiles vers l'Europe doit faire face à des droits de douane de 10%. Un constructeur européen qui veut faire la même chose vers les États-Unis doit faire face à des droits de douane de 2,5% seulement. Donc il n'a pas forcément tort quand il dit ça. Et c'est justement avec ce type de communication qu'il veut enclencher des négociations. Donc avec l'Europe, il y a bon espoir que ça se fasse. Avec d'autres régions, c'est pas forcément le cas. J'allais vous dire, alors avec la Chine, là apparemment le ton monte ce matin. D'après ce qu'on a vu, Donald Trump devrait s'exprimer dans la journée sur des mesures protectionnistes vis-à-vis de la Chine. Quelle est votre opinion, là encore ? Toute la question, c'est d'essayer d'anticiper quelles vont être les filières et les secteurs d'activité touchés. Je pense que l'administration américaine ne va pas se tirer une balle dans le pied, entre guillemets, en imposant des droits de douane sur des secteurs d'activité comme l'électronique, où finalement ce sont beaucoup d'entreprises américaines qui produisent en Chine pour ensuite exporter vers les États-Unis. Donc là, ce serait vraiment se pénaliser soi-même grossièrement que de faire ça. En revanche, voilà, je pense que l'administration américaine va plutôt essayer de cibler les secteurs tels que le textile, l'habillement, où il y a beaucoup d'exportations en provenance de Chine et qui pénalisent directement les producteurs américains. On l'a vu avec des chiffres catastrophiques dans ces secteurs d'activité l'année dernière aux États-Unis. Donc à mon avis, on se dirige plutôt vers des... Un retour en arrière, parce que c'est vrai, un retour en arrière est possible sur le textile. Un retour en arrière, c'est-à-dire que d'éviter si on n'importe plus de Chine, c'est produit nulle part ailleurs. Bien sûr, tout à fait. Donc c'est pour ça que ce type de mesure reste inefficace. Mais en l'occurrence, il est dans une logique également politique avant les élections de mi-mandat en novembre prochain, et donc il doit essayer de prendre des mesures qui vont faire réagir l'opinion publique, qui vont satisfaire sa base électorale, en même temps sans pénaliser trop grossièrement des entreprises américaines qui produisent en Chine. Donc voilà, c'est très difficile de savoir ce qu'il va faire, parce qu'il y a toujours une part d'irrationnel, mais si on essaie d'anticiper, je pense qu'on pourrait plutôt se diriger vers ce type de secteur d'activité. Juste un dernier mot pour conclure sur le sommet de l'Union européenne, des dirigeants de l'Union européenne aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la taxe des GAFA. Est-ce que là aussi on peut parler de protectionnisme, ou selon vous c'est quelque chose de totalement différent ? Je pense que c'est quelque chose de différent qui est lié à l'émergence de nouveaux secteurs d'activité dans l'économie et leur modèle
d'activité n'est pas adapté à nos modes de fiscalité. Donc c'est une problématique qui est un peu différente et plus globale. Donc il faut inventer un nouveau mode d'imposition pour ce type d'activité et de société. Mais là aussi, le problème, c'est que ça va être très très difficile déjà de se mettre d'accord entre nous au sein de l'Union européenne, parce que certains pays, l'Irlande notamment, et le Luxembourg ne sont pas forcément du même avis que les autres. Merci beaucoup, Julien Marcilly, économiste en chef de Coface.